et bienvenue à nouveau sur la chaîne de Salicorne où je suis rejointe par la star de cette chaîne YouTube qui n'est autre que Sally. Je la laisse sur mes genoux et on va attaquer cette vidéo qui est un peu spéciale parce qu'on va parler de l'impact environnemental du zipper sweater et en tout cas des matières premières du zipper sweater. Ce zipper sweater, je suis en train de le tricoter. Vous avez le col ici que j'ai bloqué parce que les mailles étaient pas très jolies et je voulais voir ce que ça donnait une fois bloqué. Mais écoutez, j'en suis ravie, il est encore mouillé. Et ce zipper sweater, je le fais avec de la laine DK qui n'est autre que la Peer Gynt en Multi Blue et du silk mohair de chez Crank dont je n'ai pas la couleur. Si a priori c'est la 06 076 et donc voilà, je me suis interrogée, j'ai des poils partout, sur quel était l'impact environnemental des matières premières de mon zipper sweater, zip avec la fermeture éclair incluse. Je vais de suite vous afficher le diaporama que j'ai fait et on va parler un petit peu de tout ça. Alors, vous avez ici ma question de recherche, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait une thèse dans le développement durable et dans le calcul des impacts environnementaux dans la chimie. Et là, je vous parle on va parler de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. On parle aussi d'ACV. Et là, je vous dis qu'elle est très très rapide parce que j'ai un petit disclaimer à faire qui est que les résultats que je vais vous présenter, notamment en valeur absolue, c'est-à-dire avec une donnée chiffrée, en dehors du pourcentage, il va falloir les prendre avec des pincettes. Il y a énormément d'hypothèses qui jouent derrière, parce qu'en fait, je n'ai pas la science infuse, et je ne suis pas en mesure de déterminer parfaitement quels sont les différents procédés, et je n'ai pas contacté Sandnesgaard ni Kramke pour pouvoir faire cette étude. Donc il y a beaucoup d'hypothèses et il y a également différents outils de calcul derrière chacune des slides parce qu'en fait je n'ai pas accès à toutes les bases de données et à tous les outils possibles et imaginables. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est davantage les ordres de grandeur et ce qui se passe dans le cycle de vie des pulls, donc de ce pull-là en particulier, de ce zipper sweater, c'est-à-dire quels sont les moments du cycle de vie de la laine et du pull qui sont les plus contributeurs aux impacts. Ce disclaimer fait, l'analyse du cycle de vie, donc ce que je fais au quotidien moi dans mon travail, c'est une méthode scientifique qui permet de calculer les impacts environnementaux d'un système, donc d'un produit, d'un bien, d'un service. Ça peut être les services de la poste, ça peut être une pelote de laine, sur l'intégralité des étapes de son cycle de vie. Les étapes du cycle de vie, ça va sur ce que vous avez sur les slides, de la conception jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par la culture et l'extraction des matières premières, la fabrication du produit, la logistique associée à sa fabrication et à son usage. On a ensuite l'usage et enfin la fin de vie avec le recyclage, mais aussi l'incinération et l'enfouissement. L'analyse du cycle de vie, elle est différente du bilan carbone parce qu'elle va au-delà de la simple empreinte carbone qui est la mesure de l'impact sur le changement climatique. Elle parle d'autres catégories d'impact. Parmi ces catégories d'impact, donc je viens de vous parler du changement climatique, on appelle ça aussi une empreinte carbone, et elle est évaluée en kilos CO2 équivalents, c'est-à-dire qu'on va ramener les émissions de différentes substances qui sont des gaz à effet de serre aux impacts de l'émission d'1 kg de dioxyde de carbone émise dans l'atmosphère. Si on a du méthane par exemple, c'est aussi un gaz à effet de serre, et il a un pouvoir de réchauffement climatique qui est 30 fois supérieur au dioxyde de carbone, et donc 1 kg de méthane c'est 30 kg CO2 équivalent. On va parler également d'acidification, d'appauvrissement de la couche d'ozone. Ça, c'était la question du trou dans la couche d'ozone qui est en train de se refermer gentiment. On a l'eutrophisation, avec l'eutrophisation des eaux douces, l'eutrophisation marine, l'eutrophisation terrestre. Tout ça, c'est la question des algues vertes et de la prolifération des algues vertes du fait de l'épandage de certaines substances qui vont se retrouver dans les cours d'eau.
On a la formation d'ozone photochimique, qui ça, c'est ce qu'on parle des composés organiques volatiles. On a les particules fines, on a les radiations ionisantes et on a l'utilisation de différentes ressources qui vont être les ressources fossiles, les ressources minérales et métalliques, et enfin l'utilisation des sols. Parfois, et ça va être notre cas, on va ajouter l'utilisation de l'eau également. Tout ça pour dire qu'il y en a plein et qu'elles ont toutes des unités différentes, mais qu'elles sont beaucoup pour éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact, qui vont d'une étape du cycle de vie à l'autre. Modifier quelque chose à une étape du cycle de vie d'un produit va peut-être réduire cette étape-là, mais peut avoir des effets rebonds sur les autres étapes. Par exemple, modifier la batterie, donc passer d'une pile à une batterie rechargeable sur certains produits, ça va réduire leur usage parce qu'on va avoir besoin de moins produire de piles. Par contre, c'est possible que ça augmente l'étape de l'extraction des matières premières ou de la fabrication. Donc ça, on va le retrouver dans beaucoup de cas, et c'est tout le jeu de ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est de prendre en compte ces potentiels transferts d'impact. Et ces transferts d'impact, ils peuvent aussi avoir lieu d'une catégorie d'impact à l'autre, c'est-à-dire que si j'agis en faveur du changement climatique, donc si je cherche à réduire mon changement climatique, il est possible que j'ai des effets inverses sur d'autres catégories d'impact. On en reparlera sans doute juste après. J'espère que c'est clair jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Je pense que je vais faire une première, comme ça vous pourrez poser toutes vos questions en même temps. Sur le principe, l'analyse du cycle de vie, en fait c'est des maths. Et c'est des maths un petit peu compliquées, ça s'appelle des matrices. Mais quoi qu'il en soit, de façon très très simplifiée, tout le jeu de l'analyse du cycle de vie, ça va être d'identifier quelles sont les ressources naturelles consommées par le système qu'on a décrit et quelles sont les émissions de ce système dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Par exemple, utiliser une voiture, ça va nécessiter de fabriquer cette voiture, ça va nécessiter du carburant, ça va nécessiter des routes. Donc il va y avoir une consommation de ressources naturelles, ne serait-ce que pour les matières premières, pour les matériaux, et aussi pour le carburant, pour le pétrole. Quand on va utiliser notre voiture, on va brûler ce carburant et on va également aussi consommer au fur et à mesure des petites particules des pneus. Et tout ça, ça va être des émissions qui vont aller dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Une fois qu'on a cartographié tout ça, qu'on a inventorié tous ces flux, on va les traduire en impacts environnementaux grâce à des facteurs qu'on appelle de caractérisation, qui sont des valeurs scientifiques qui sont identifiées d'un point de vue académique, donc par des chercheurs, et qui servent à traduire les consommations de ressources naturelles et les émissions dans ces différentes catégories d'impact. Alors comme ça a l'air super compliqué, et en effet ça l'est, mais on a des logiciels, on a des outils simplifiés, on a des bases de données et on a des méthodes de calcul. Là en gras, ce que vous avez, c'est les différents outils que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé le logiciel OpenLCD, qui est un logiciel libre de droit avec la base de données qui, elle, est payante, EcoInvent, et j'ai aussi utilisé l'outil simplifié bilan produit de l'ADEME, qui se base sur la base impact, qui est elle-même héritée de EcoInvent en partie. On a également ce qu'on appelle des méthodes de calcul, et ces méthodes de calcul, en fait, ça va nous donner les valeurs qu'on a sur les flèches noires qui vont des flux élémentaires, donc des consommations de ressources et des émissions, vers les catégories d'impact. Toutes ces flèches-là qui sont en diagonale, en fait, elles sont données par les méthodes de calcul. Une fois qu'on s'est dit ça, on va passer à notre analyse du cycle de vie à nous. Cette analyse du cycle de vie, la question que je me suis posée et dont je vous ai déjà parlé, c'est quel est l'impact environnemental des matières premières du zipper sweater, qui est un patron de petite knit, tricoté en taille L. Et pour ça, il faut définir ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, qui est la base de calcul de référence pour notre étude.
Et bien là, ce que j'ai voulu savoir, donc, c'est quel est l'impact des matières premières du zipper sweater. Et donc, je veux approvisionner les matières premières pour tricoter moi-même un zipper sweater en taille L. Et pour ça, j'ai acheté 13 pelotes de laine DK, dans notre cas la Peer Gynt, 7 pelotes de silk mohair, dans mon cas la Kremke, celle-là, et enfin une fermeture éclair. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, la question c'est fait comment la laine DK? J'ai été sur le site de Sandnes Garn qui décrivent plutôt pas si mal leur procédé. Et donc, on a des moutons qui sont en train de pâturer dans leur champ. Ces moutons sont tendus et la laine elle est nettoyée et elle est brossée. Une fois que cette laine elle est nettoyée et brossée, elle est filée, puis mise en cône, puis séparées dans des quantités de pelotes. Ces pelotes sont teintes, puis séchées, avant d'être mises en balles, en pelotes, et avant d'être packagées et mises au stockage dans leurs entrepôts. Tout ça, ça nous permet de décrire les différents procédés et ça nous permet d'imaginer quels vont être les différents intrants, qu'est-ce qu'on va utiliser à chacune des étapes. Par exemple, notre mouton, il a besoin de manger et on a besoin d'une tondeuse pour le tondre. Donc là, il va y avoir une tondeuse, mais on va aussi avoir besoin d'énergie, potentiellement d'électricité. Ou alors de l'énergie manuelle si c'est des ciseaux qui sont utilisés. Pour être nettoyé et pour être brossé, il va falloir de l'énergie, mais il va aussi falloir de l'eau et potentiellement des détergents. Et enfin des peignes et des grosses machines. Pour pouvoir filer, on a des grosses machines et de l'énergie. Pour pouvoir mettre en cône, on a une nouvelle machine qui est actionnée par de l'énergie, ici l'électricité. Puis c'est séparé potentiellement manuellement ou alors avec une machine qui permet de calculer les distances qui sont nécessaires. Enfin, c'est teint, et là il va falloir des pigments, il va falloir des produits chimiques, il va falloir de la chaleur, il va falloir de l'électricité. C'est séché, encore de l'électricité et de la chaleur, moins d'eau. Mais par contre, on a de l'eau qui va sortir du système à cet endroit-là. C'est mis en balle, c'est mis avec le petit bout de papier autour, là, la petite banderole, moi j'ai appelé ça de papier. Donc là, on a un nouveau produit qui va rentrer en compte. Ça va être le papier, cette petite banderole. On va aussi avoir un sac plastique. Et tout ça, c'est stocké dans des entrepôts qui, ici, ont l'air en tout cas éclairés et voire peut-être même climatisés. Chauffés ou rafraîchis, ça j'en sais rien. Sachant que c'est la Norvège, c'est peut-être chauffé. Mais ça, j'ai pas considéré parce que je n'en sais rien. Alors, quand on regarde maintenant quelles étapes parmi tout ça contribuent le plus aux impacts, ce qu'on va voir apparaître, c'est vraiment en bleu là, la laine. C'est la production de la laine. On a un petit peu de la teinture qui va apparaître ça et là, donc c'est toute la partie jaune, et on a un petit peu de chaleur. Cette chaleur, elle est très probablement fabriquée à partir de gaz naturel. Je vous dis ça parce qu'elle apparaît sur la catégorie d'impact utilisation des ressources fossiles, la troisième en partant de la fin, et sur radiation ionisante. Bon, là ce qu'on voit c'est que, c'est que la laine, la production de la laine est prépondérante et on a aussi, de façon assez significative, la question de la teinture. Parce que la chaleur, je ne vous l'ai pas montré avant, mais la chaleur, elle est considérée uniquement à l'étape de la teinture. Maintenant qu'on se dit ça, il y a quand même ce gros bloc là qui est toujours au-delà de 75%, voire même de 80% de la laine qu'il va falloir explorer. Donc, pour ça, j'ai été regarder, c'est quoi l'impact de l'élevage du mouton pour sa laine. J'ai utilisé une donnée EcoInvent qui s'appelle Sheep Fleece in the Crease, donc la toison de mouton dans la graisse, qui est une toison de mouton non lavée. Et là, ce qu'on voit apparaître, il y a une grande partie qui vient de l'alimentation de notre mouton. C'est la barre bleue et la barre rouge. Cette alimentation, elle est aussi suppléée par l'abri en jaune. Et en fait, on voit que tout ce qui entoure, de près ou de loin, l'élevage du mouton, que ce soit son alimentation, son abri,
ou encore les différents fertilisants qui sont nécessaires à la production de sa nourriture, ou encore au labourage, et ainsi de suite, rentrent en compte dans la fabrication de la laine, puisqu'on va allouer, c'est-à-dire qu'on va donner une partie de l'impact de l'élevage du mouton, qu'on mange pour sa viande, hein, très clairement, et ben à sa laine également, parce que c'est un coproduit et que ça a une valeur économique, et donc on peut attribuer une partie de l'impact de la laine, enfin une partie de l'élevage à l'impact de la laine. Donc ça c'est pour 1 kg de laine. Et ce que vous voyez, c'est que globalement, en fonction des catégories d'impact, puisque sur l'utilisation des ressources minérales et métalliques, vous imaginez bien que fabriquer du soja ou du maïs, ça compte pas des masses. Par contre, fabriquer un abri, ça demande du métal. Et c'est là qu'on voit apparaître notre métal. Le nitrate d'ammonium, ça vient d'un minerai. C'est pour ça qu'on a pas mal de verre. Le chlorure de sodium, c'est aussi un minéral. C'est pour ça qu'on le voit en bleu. Et ainsi de suite. Mais on voit quand même globalement que l'alimentation, ça a une part prépondérante. Et ça, on le voit systématiquement. Et c'est pour ça qu'on dit que manger de la viande, c'est plus impactant que de manger végétarien. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir avoir de la viande, il va falloir nourrir nos animaux. Et donc, en nourrissant ces animaux, on a également un impact agricole. Et l'agriculture, ça représente, en gros, 20 à 25% de l'empreinte carbone des êtres humains. En France, on a 25% de notre empreinte carbone qui est associée à la nourriture et aux procédés agricoles. Voilà pour ça. Après, on va se poser la question de c'est quoi les impacts de la silk mohair, parce qu'on en a quand même un sacré paquet. On en a de l'ordre de 6 ou 7 pelotes, que je vous disais. Cette silk mohair, c'est 70% de mohair, qui est de la laine de mouton, qui est nettoyée et brossée, qui est mise dans ce qu'on appelle des tops. Donc ça, c'est vraiment, elle est uniquement brossée et on fait des gros fils qui sont pas refilés. On fait des gros boudins en fait qui sont pas refilés. Puis c'est filé, puis séché, etc. Mis en pelote et stocké. À ces 70% de mohair, on va ajouter 30% de soie qui viennent de vers à soie, et plus précisément des cocons de vers à soie, dont on extrait la soie en chauffant, en les plongeant dans de l'eau chaude, en les filant, et puis on viendra refiler les deux matières ensemble, puis les teindre, les sécher, les mettre en pelote et les stocker. Là, ce qu'on va voir apparaître, c'est en très grande partie la production du mohair, puisqu'il y en a 70% et qu'on a vu que produire de la laine de mouton, c'est impactant. Et on a moins de 30% d'impact de la soie. Ce qui va vouloir dire que, a priori, produire de la soie, c'est moins impactant que produire de la laine de mouton. Il n'empêche qu'on va quand même voir apparaître les étapes de teinture avec de la chaleur, de l'électricité et de la teinture qui là-dedans, on va considérer des produits chimiques. Là, on voit quand même un petit peu d'approvisionnement. Et cet approvisionnement, il est lié au fait que j'ai considéré, puisque j'ai pris la marque Kramke, que nos pelotes venaient d'Afrique du Sud. Et c'est pour ça qu'on va la voir apparaître. Voilà pour ça. Maintenant, je me suis posé la question de c'est quoi l'impact de la production des vers à soie? C'est quoi l'impact de la production de soie? Pour fabriquer 1 kg de cocon, il va nous falloir beaucoup de mûrier, de feuilles de mûrier. C'est donc des feuilles d'arbre. On en a un petit peu chez nous éventuellement. C'est des grosses feuilles avec des doigts comme ça. Donc il nous faut des feuilles de mûrier. Il nous faut de l'infrastructure, c'est-à-dire le bâtiment dans lequel on va faire grandir nos vers à soie. Il nous faut de l'électricité pour les chauffer. Il nous faut... Tout ça, ça fabrique des biodéchets, puisqu'en fait nos vers à soie, ils ont un tube digestif. Et en plus, ils vont dégrader ces feuilles de mûrier et il va y avoir toute une partie qu'ils ne vont pas utiliser. On a également des journaux qui sont utilisés comme litière. On a du PET qui est thermoformé. Le PET, c'est du polyéthylène terephthalate, c'est ce qu'on a pour nos bouteilles. Et il est thermoformé pour avoir des barquettes dans lesquelles on va poser nos cocons et nos vers à soie pour qu'ils fabriquent leurs cocons. Et enfin, on a des produits chimiques et on a des émissions directes.
Les émissions directes, je ne vous en ai pas parlé jusque-là, mais par exemple, dans le cadre de l'utilisation d'une voiture, une des émissions directes, ça va être les émissions de dioxyde de carbone et de particules fines qui sont liées à l'utilisation. C'est vraiment ce qui est produit au moment où on est en train de fabriquer ce qu'on veut, ou au moment où on est en train de faire ce qu'on veut. Donc c'est lié au procédé, au processus en lui-même. Donc on voit encore une fois apparaître l'impact ici de l'alimentation de nos animaux. Maintenant, pour produire cette soie, il nous faut donc des cocons, mais il nous faut de la chaleur, de l'électricité et de l'eau. Et ces cocons, pour pouvoir grandir, donc on l'a vu, c'est eux qui vont consommer pas mal d'eau. On va les plonger dans de l'eau chaude, donc avec de la chaleur et de l'électricité et de l'eau, pour pouvoir récupérer encore une fois la fibre. Là, ici, on a un petit peu plus d'émissions directes qui sont liées notamment aux émissions de vapeur d'eau, la vapeur d'eau étant un gaz à effet de serre non négligeable. Et a priori, c'est pas la vapeur d'eau, excusez-moi, c'est plus en fait la chaleur qui est utilisée, le procédé de chaleur utilisé, qui a priori se base sur de la biomasse, parce qu'on la voit à la fois sur l'utilisation des sols et sur les particules. Donc la biomasse, c'est potentiellement du bois ou des matières végétales qui sont brûlées, et en brûlant, elles vont générer des particules fines, et on les voit apparaître au moment des émissions directes. Voilà pour ça. Maintenant, si on compare nos 50 grammes de laine avec nos 50 grammes de silk mohair, on va voir apparaître que nos 50 grammes de laine, en laine de mouton DK, sont plus impactantes globalement que la silk mohair. Par contre, on voit une inversion de cette comparaison sur la formation d'ozone photochimique, sur les particules fines et sur les radiations ionisantes. Et ça, c'est lié au fait qu'on a une fabrication en Afrique du Sud dont le mix énergétique et le transport est plus long, et le mix énergétique n'est pas le même que le mix énergétique norvégien. Et donc on va intégrer davantage de nucléaire, mais aussi davantage d'énergie carbonée, donc de tout ce qui est charbon et gaz naturel. Et tout ça, c'est lié, donc cette partie-là d'Afrique du Sud, c'est lié à la marque choisie. Si j'avais changé ce transport, peut-être que la silk mohair serait meilleure sur toute la ligne. C'est une question qu'on peut se poser. Et après, on voit quand même que c'est quand même, sur la formation d'ozone photochimique, c'est largement meilleur. Sur les autres, on pourrait dire que c'est presque pas significatif. Maintenant, notre zipper sweater, il va avoir au milieu de ce col une fermeture éclair, ici. Cette fermeture éclair, je me suis renseignée sur comment c'est fait. En fait, c'est un textile synthétique, dans le cas que j'ai choisi, qui est piégé dans des mâchoires en acier qui forment les dents du zipper. Et j'ai fait une hypothèse, parce que je n'ai pas pesé le zipper. Je suis partie du principe qu'en tout, ça faisait 20 grammes, et que dans ces 20 grammes, j'ai 5 grammes du tissu et j'ai 15 grammes d'acier. Si je mets ma fermeture éclair dans tout le système zipper sweater, donc en considérant les deux types de laine et cette fermeture éclair, ce que je vois apparaître, c'est que la fermeture éclair, elle n'est pas du tout significative, à part sur les radiations ionisantes. Mais, quoi qu'il en soit, l'impact principal du zipper sweater, ça va être la production de la laine DK, de la laine de mouton. En effet, j'en ai 13 pelotes, et donc j'en ai plus que de la silk mohair. En masse, il y en a plus. Mais elle a également, ce qu'on a vu juste avant, un impact plus grand. Donc, plus avec plus, ça fait encore plus, et ça vient justifier de cette contribution. On a nos 7 pelotes de silk mohair, j'ai pas grand chose à vous en redire, à part qu'on voit qu'elles jouent un petit peu plus en proportion sur l'ozone photochimique, ça c'est ce que je vous racontais avant. Et enfin, j'ai ma fermeture éclair, qui elle joue pas mal sur les radiations ionisantes, du fait de la mise en forme du métal qui demande beaucoup d'énergie, et donc un mix potentiellement nucléaire. Voilà pour ça. Maintenant, en valeur absolue, je me suis posé la question de ça donne quoi? Et sur l'empreinte carbone, on voit que notre zipper sweater, attention,
c'est un ordre de grandeur, fait 70 kg CO2 équivalent. C'est l'équivalent de 1,23 pull en laine moyen, de 2,42 pulls en acrylique moyen, 16 allers-retours Paris-Marseille, à peu près 2200 épisodes de Game of Thrones, environ 9 intégrales de Friends, 47 kg de bonbons Haribo les petits nounours, 7,68 kg de Nutella et 1,6 m3 de thé. C'est énorme. Ça fait beaucoup de thé à boire. Peut-être qu'avec 1 m3 de thé, on se réchauffe autant qu'avec un zipper sweater. C'est une bonne question. Tout ça, ça vient quand même nous montrer qu'on a un pull qui est plus impactant qu'un pull moyen. Mais c'est aussi un pull qui est plus lourd que la moyenne. Mais par rapport à un pull en laine, il est dans le même ordre de grandeur, parce qu'un pull en laine, donc celui qui a 1,23 là, mais en fait il fait à peu près 50 kg CO2 équivalent. Donc on est plus ou moins dans le même ordre de grandeur, avec potentiellement une fibre qui est plus qualitative et un pull qu'on va garder longtemps. Et c'est ce que je veux vous dire là dans la phrase en italique, c'est que le problème de la mode et de la fast fashion, il n'est pas dans l'article en lui-même, mais dans la masse quotidienne qui est produite et qui est consommée. Si mon zipper sweater, il me dure toute la vie, il sera toujours moins impactant qu'un pull qui fait 50 kg CO2 équivalent, que je vais changer tous les 2 ans. C'est la conclusion de ça. Et c'est là où utiliser une unité fonctionnelle, c'est important. Là, j'ai mis approvisionner les matières premières. Donc, on va comparer les matières premières des 2 pulls. Donc, en effet, là, mon zipper sweater, il peut être perdant. Par contre, si je considère utiliser un pull pendant 10 ans, avec un zipper sweater d'un côté et un pull du commerce de l'autre, et ben, comme il va falloir sans doute que je rachète le pull du commerce, on va multiplier par autant les impacts environnementaux. Et j'espère bien garder mon zipper 10 ans. Et c'est là où il y a une partie du jeu qui se fait. Ce qu'on a appris avec toute cette vidéo, parce qu'on va pas tarder à clôturer, c'est que c'est une étude qui est très simpliste, mais qui nous montre que la très très grande majorité des impacts provient de la fibre et de sa transformation. On a vu également que l'étape de teinture, eh ben, elle n'est pas négligeable parce qu'elle va intégrer des pigments, de l'électricité et de la chaleur, et un peu d'eau. Et ça, il va falloir le travailler plus en détail. Et enfin, ce que je vous disais, c'est qu'en valeur absolue, notre zipper sweater, il est probablement plus impactant qu'un pull zippé du commerce. J'ai bien mis probablement parce qu'il y a énormément d'hypothèses qui rentrent en question, etc. Mais qu'on n'a pas regardé l'usage et donc le lavage du pull et sa fin de vie. Et c'est là où je vais vous laisser, puisqu'il va falloir qu'on travaille sur cette question de l'usage et du lavage, mais également sur les questions de la teinture. Ça, il y a quelque chose qui est dans les tuyaux. On verra si on arrive à le faire ou pas. Je vous remercie pour votre attention. Et n'hésitez pas, donc ce que je vous disais, à poser vos questions dans les commentaires. Et je voudrais remercier tout particulièrement les filles du Discord avec Labic, avec Milly Nounette, Stitch & Bee et Coteleuse, donc Emeline et Hélène, pour leur aide pour toute cette présentation et pour leurs commentaires et leurs retours et leurs questions qui a permis de construire tout ce PowerPoint. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai, si ça vous a plu, d'en refaire et éventuellement de venir comparer des fibres végétales. Et on va essayer de faire cette question de la teinture, qui est une question qui est pas mal au centre des questions, puisqu'on va avoir beaucoup d'émissions de substances dans l'eau qui sont liées aux usages des pigments, etc. Voilà pour moi. J'espère donc ce que je vous disais que ça vous a plu et on se tient au courant. Et en tout cas, à bientôt. Au revoir.